ça faisait quand même de la concurrence sérieuse. En tout cas, on vous remercie vraiment d'être venu. Je suis Rénal Martin, président de l'association Beau Citoyenneté qui accueille cette conférence. Et du coup, voilà, je vais pas faire un topo sur l'association, mais il y a des petites plaquettes. On organise régulièrement des débats et des actions. Si vous êtes intéressés, on pourra prendre du temps pour en parler tout à l'heure. Alors du coup, on est très très heureux d'accueillir Christophe, qui nous vient d'Albi quand même. Il a fait du chemin pour venir jusqu'à lui. Toulouse. Oui, Toulouse. Ouais. Bon, c'est pareil. Ça se sent. Ouais. Ça s'entend. Ça s'entend. Ah bon? Et du coup, on est très très heureux de l'accueillir. On avait en tout cas très envie de l'accueillir sur un thème sur lequel on tourne depuis quelques temps. On avait réfléchi à plusieurs options avec les travaux de Christophe Dubois et d'autres, Vincent de Gaulle-Jacques, et on s'était dit de quelle forme on prend. Et puis finalement, on s'est dit c'est intéressant d'avoir une forme de conférence gesticulée, d'autant plus qu'on avait déjà fait une conférence gesticulée, pour ceux qui s'en souviennent, il y a 2 ans, sur la compréhension de l'économie avec Philippe Cormont. Et du coup, ça avait vraiment été apprécié. Donc du coup, l'idée aujourd'hui, c'est d'organiser pour nous une conférence par an. Et on est très heureux d'accueillir Gaël du Contre-Pied, donc, qui organise et forme régulièrement des gens en conférence gesticulée, qui a un ouvrage à présenter pour ceux qui s'intéressent, et qui pourra répondre aux questions. Alors du coup, c'est comme toujours, les conférences, on essaye qu'elles soient l'accès gratuit ou en tout cas le moins possible. Et du coup, on donne s'organiser sur des partenariats. Puis au-delà de la question de la participation, c'est une volonté de réunir des gens sur une même thématique. Et du coup, cette conférence, elle se fait en partenariat avec Fab Santé, donc qui est représenté par Philippe Salmon. Voilà, donc l'organisme de formation pour le personnel soignant des hôpitaux et des maisons de retraite. Et donc, comme je fais en plus de la formation à l'ergonomie, donc je suis directement concerné par tout ce qui concerne les souffrances au travail et les conditions de travail dans toutes les EHPAD. On sait comment c'est pas facile. Donc voilà, j'ai souhaité soutenir l'association dans ce cadre-là. Voilà, et puis Jacqueline. Voilà, je suis la secrétaire du syndicat CGT des territoriaux de Bru. Donc nous aussi, on a souhaité être partenaire de cette conférence puisque la CGT est impliquée depuis longtemps dans la souffrance au travail. Après, parler des conditions de travail réel plutôt que de travail prescrit. Donc tout ça, ça engendre plein de conditions dégradées. Et puis voilà, on a souhaité s'associer donc à cette soirée avec Christophe. Et puis, En tout cas, on est très très heureux de ce partenariat. Chaque fois, on essaie d'avoir des partenariats très très différents. Donc, on a fait venir la Confédération des banques bretonnes. Enfin, on va parler aussi de on n'est pas que sur ça. En tout cas, on essaie de croiser des regards différents sur les problématiques. Et du coup, quoi dire d'autre? Il y a, en fait, c'est un accès libre et gratuit, mais il y a un coût. C'est un peu le principe de conférence gesticulée. On veut ce qu'on veut à la fin. Ça permet de. Parce qu'on n'a pas complètement financé le projet. En tout cas, voilà, ça permettra de découvrir l'ensemble des choses. On vous remercie, on ne fait pas plus long et il y aura un petit échange après la conférence de Christophe. Donc, bonne conférence et à tout à l'heure. Bonsoir. Si c'est trop fort, vous le dites. Et si ça vous va, ben voilà, moi ça me va. Ça va au niveau du son? Alors vous avez vu, il y a une boîte, alors évidemment il faut donner à hauteur de la taille de la boîte. Donc c'est optimiste ici. Ça rigole pas. Bon, ben merci d'être venu pour cette conférence gesticulée qui s'appelle « Le travail est un sport collectif ». Alors vous avez mon petit flyer, là, si ceux qui veulent repartir avec ça, comme ça vous aurez un souvenir. Alors, vous allez voir, c'est pas compliqué, hein, c'est une conférence un peu particulière. On va parler donc de travail, de sport et de collectif. Ça va jusque-là, hein? On va essayer de faire une synthèse de tout ça. Bon, je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Alors, on va parler de sport, mais pas de n'importe quel sport, hein, si vous voulez. En ce moment, on parle surtout d'un truc qui se joue avec un ballon tout rond, là. Bon, faut pas rigoler, quoi. On va faire des choses plus sérieuses ici. Et une conférence gesticulée, vous allez me dire, mais c'est quoi cette bête? C'est bizarre, ce mot-là, une conférence gesticulée, à quoi il joue bon. Alors, c'est une conférence gesticulée, c'est une conférence et c'est pas une conférence. Vous voyez? Alors, vous voyez, c'est compliqué. C'est une conférence parce que, vous voyez, j'ai mes notes et tout ça, j'y reviens régulièrement. Bon, le conférencier, il a ses notes et tout ça, donc, hein. Puis c'est un peu théâtralisé. Hein, un peu... Oui, parce que des conférenciers en short avec un ballon de rugby, c'est rare quand même. Hein, ça fait pas sérieux comme truc. Donc, voilà. Donc, du coup, moi, j'essaye de faire sérieux et pas sérieux. Bon.
La conférence gesticulée, dans sa définition intrinsèque, on pourrait dire que c'est le mélange entre des savoirs chauds et des savoirs froids. Je vous sens hésitant. Alors, les savoirs froids, vous en avez tous entendu parler, c'est les savoirs savants, les savoirs qu'on trouve dans les bouquins, des vrais conférenciers, pas des comme moi, des vrais conférenciers, qui ont fait des recherches, tout ça. Ça, c'est les savoirs froids. Et puis les savoirs chauds, ben, c'est les savoirs de l'expérience de vie. Et là, eh ben, vous en avez tous des savoirs, des connaissances sur votre vie. Hein. Et donc, là, on va essayer de croiser des savoirs froids que je peux avoir, que je suis allé chercher, et puis mes savoirs chauds, mes savoirs d'expérience. Donc, je vais un peu vous raconter ma vie. Bon, un petit peu, ne vous inquiétez pas, on va pas rentrer dans tous les détails. Hein. Tout ne doit pas être dit de toute manière. Donc voilà, on va un peu croiser tout ça, et puis on ne sait jamais, vous savez, c'est comme entre l'air chaud et l'air froid, il paraît que quand ça se touche, ça fait des orages. Et alors peut-être qu'entre les savoirs chauds et les savoirs froids, ça va faire de l'orage dans cette salle, on va voir. En même temps, en Bretagne, il ne pleut jamais, donc on risque rien. Non, si, on m'a dit ça, hein, à Toulouse. Bon, ça va jusque-là? Alors, bon, évidemment, faut se mettre à niveau, hein. Je sais que je suis dans un pays où c'est plutôt le foot hein, qui domine. Hein, on m'a dit ça. Et bah oui, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez vous en sortir en même temps. On peut essayer de l'écraser le ballon. On peut faire. Donc il va falloir que je vous explique un peu 2-3 trucs sur le rugby. Hein, il y en a qui connaissent le rugby Oui. Non. Non. Bon. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Je sens bien que vous êtes un peu dubitatif, tout ça. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui ne savent pas que le rugby c'est un sport intellectuel. Hein? Ben oui. Ah mais c'est un sport intellectuel, je suis désolé. Oui. D'ailleurs, pour preuve, c'est si. Vous savez ce que c'est au rugby, ça? C'est le tableau noir. Ah oui, et sur le tableau noir, avant les matchs et tout ça, le coach il vient mettre les combinaisons, les stratégies de jeu, etc. Il explique, voilà. Donc, ça réfléchit quand même. Et puis le rugby c'est un sport un peu particulier parce que ça se pratique avec ceci. Vous savez ce que c'est? Voilà, pour vous dire que c'est un sport intellectuel, nous on appelle ça un référentiel bondissant aléatoire. Hein? Vous voyez? Donc, vous voyez que c'est intellectuel quand même. Hein? Pour aller chercher des mots comme ça. Hein. Et alors le rugby, c'est un sport qui se pratique à 15 joueurs. Oui, à la différence du sport avec le ballon rond, là. 15 joueurs contre 15 sur le pré. D'accord? Alors les 15 joueurs, ils sont divisés en deux grands groupes. Alors suivez parce que c'est super technique. Hein. On a d'abord le premier groupe, ça va du numéro 1 au numéro 8. Vous suivez? Parce qu'il faut suivre, attention. Hein. Si vous loupez ça, vous n'arriverez pas à suivre hein, pour le reste de la conférence. Hein. Donc du numéro 1 au numéro... Alors nous, ce groupe-là, on les appelle du 1 au 8, on les appelle les gros. Hein. Oui, parce qu'en général, ils sont un peu... C'est des solides, quoi. C'est des gaillards. C'est un peu comme ça. Il faut un bon quintal, maintenant il faut 140 kilos, quoi, ces mecs-là. Hein. D'accord? C'est du bestiace, quoi. Ça rigole pas, ça. Quand ça rentre la tronche la première. Ils y vont d'abord avec le casque, après ils réfléchissent. Bon. C'est les gros. D'accord? On les aime, les gros. Ah, attends, on les aime. Bon, alors ensuite, il y a le deuxième groupe qui ne peut rien faire aux allers gros. On est d'accord? Hein? C'est aussi pour ça que c'est collectif, le rugby. Attention, quand il y a un ballon qui sort de la mêlée, c'est parce que les gros, ils ont mis le museau. Autrement, tu fais comment? Et ensuite, donc, le deuxième groupe, c'est les trois quarts, c'est les arrières. Nous, on les appelle les gazelles, parce qu'ils courent comme ça, ils ont une déhachée, ils se font des passes, ils font des crochets, c'est ceux-là qui marchent que les essais, on aime le beau jeu, vous voyez. Au rugby, c'est ça, c'est avec les arrières que ça se passe. Les gros, c'est les besogneux, les autres, c'est les artistes. Hein? Ouais. Les santé, les trucs. Et ça va du numéro 10 au numéro 15. Et voilà, c'est le numéro 9, le demi de mêlée. Et lui, il est un peu entre les deux, quoi. Vous voyez, c'est un peu la charnière. Hein, c'est lui qui introduit le ballon dans la mêlée. Vous voyez ce que c'est la mêlée? C'est quand les deux paquets, là, les deux groupes de 8, ils se rentrent comme ça, pour récupérer le ballon, ils poussent. Ça, c'est les gros. Mais le demi de mêlée, c'est le petit gars. Enfin, maintenant, ils sont aussi gros que les autres, hein, mais à l'époque, ils étaient un peu comme moi, vous voyez. Et il introduit, et puis ensuite, il récupère le ballon, et là, il décide de partir avec les gros au ras du paquet. Allez, les gars, au ras, comme ça, les gars, bim. Ou bien, il décide d'ouvrir sur les trois quarts, et ça va jusqu'à
jusqu'à dame, quoi. Hein, on va marquer l'essai. Enfin, des fois, ça marche bien. Donc, demi de mêlée, si vous voulez, c'est un peu le stratège de l'équipe. C'est le mec, c'est le mec qui réfléchit. C'est que je joue, comment, tout ça. C'est pas n'importe qui le demi de mêlée. Oh. En général, à ce poste-là, on choisit le plus intelligent de l'équipe. Ah, ouais. Si. Bon. Je joue demi de mêlée. Voilà. Bon. Au rugby, si vous voulez, on a deux mi-temps. Et puis parfois, il y a la troisième. Alors ça, la troisième mi-temps, c'est pas mal. En général, les gars, ils se sont marchés dessus, ils se sont filés des coups de casque et tout ça, ils se sont mis quelques avoines comme ça, quelques mornifs sympathiques. Et puis, le coup de sifflet arrive, et bim, troisième mi-temps, ça y est, on dépose les armes, on va boire des canons ensemble. Ça, c'est le rugby. Alors bon, dans le match qui nous occupe, c'est pas sûr que ça marche comme ça. Hein, on va voir, parce que ce match-là, il est un peu particulier. Bon. Le rugby, c'est un sport un peu physique quand même. Hein, on se donne des cartons et tout ça, on se plaque et tout ça. Donc il faut être un peu en forme, il ne faut pas se faire mal. Alors pour ça, on s'échauffe. Vous avez vu, moi je me suis un peu échauffé quand même parce que j'ai peur de me claquer. Alors, mais vous n'êtes pas chaud. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors je vais vous proposer de vous lever et on va faire un peu d'échauffement ensemble. Levez-vous là, allez-y. Hein. Mais gentiment, vous inquiétez pas, ça ne va pas être... voilà. Alors, mais oui, puis vous avez peut-être mangé, vous avez digéré, vous allez voir, ça va faire du bien. Vous rentrez le ventre, là, pour ceux qui ont le ventre un peu... Voilà, un peu de musique. Vous m'en connaissez? Hein? Alors, voilà, on dit ça que madame aime les enfants. Les garçons aussi, de certains âges, ils maîtrisent parce qu'on avait l'habitude, quand on était des garçons, de regarder, tout adolescent, la fête de l'émission. Quand elles allaient à la douche, là, les gamins. Ça, c'était les gars. Les filles sont fines, les gars. Moi, j'étais allé, ouais. Voilà, allez, on va commencer par faire l'étirement, on va se lever les bras en l'air et sur la pointe des pieds. Allez, on peut pas le faire. Bon, voilà, hop, on descend. Allez, encore un coup, on tire sur la pointe des pieds, voilà. Allez, encore un coup, maintenant, beaucoup plus difficile à faire les flexions, on va descendre sur les genoux. Allez, hop, on relève et on monte, on redescend encore un coup. Voilà. Allez, on monte encore un coup. Ça fait mal. Voilà, bon. Allez, maintenant, vous savez, le rugby, quand on plaque, on y va avec les épaules. Hein. C'est l'épaule qui part. Donc il faut chauffer les épaules sans éborner vos camarades à côté. Voilà, faites un petit échauffement de l'épaule, comme ça, tranquille. Voilà, dans un sens. Et après dans l'autre sens. Voilà, c'est bien en arrière. Et là, il ne faut pas trop en arrière. Hein. C'est pas fait toujours pas qu'il se faire mal. Hein. Bon, d'accord, ok. Ça va? Bon. Une partie du corps qui est super dangereuse au rugby, sur laquelle vous se faire mal, sont les cervicales. Donc au cervical, il faut faire super gaffe, vous allez suivre mon indication. Donc on va faire bouger le cervical, on commence par aller devant, on baisse la tête, voilà. On revient, on va en arrière, voilà, délicatement. Ensuite on va à gauche, hop, comme ça à gauche, on bouge pas. Ensuite on va à droite, pas à l'extrême droite, s'il vous plaît, on risque la fracture, c'est dangereux. Voilà. Bien, ensuite on fait une rotation. Et on va partir de la gauche, on passe par la droite et on revient surtout à gauche, n'oubliez pas. Merci, vous pouvez vous asseoir. Bon, voilà, hein, on se sent bien, non? Franchement. Bon. On a un peu égalité, ça y est, commence à se sentir, vous avez transpiré, vous puez comme moi, c'est parfait. Ah, mais c'est bon ça, hein, vous voyez? Mais oui, parce que vous savez, quand on rentre dans les vestiaires comme ça, on a besoin de se renifler, quoi. Ça participe à la motivation juste avant de rentrer sur le terrain. Hein, voilà. Oui, parce que là, on va assister à un match de rugby. Hein. Les bleus contre les rouges. Ça va? Les bleus contre les rouges, même les daltoniens peuvent s'en sortir. Alors, voilà, bon, je vais vous rentrer dans le détail quand même. Les bleus, c'est ceux qui sont les représentants du système néolibéral. Hein? Bon, dans notre jargon linguistique, on appelle ça le capital. D'accord? Ça va? Je vous le mets au tableau pour ne pas vous oublier. Voilà. Le capital, d'accord? Et les rouges, bah, c'est ceux qui vendent de leur force de travail contre une rémunération. Vous voyez de qui je veux parler?
Ben voilà, le travail, voilà, le travail. Donc le travail, donc c'est un match travail contre capital. Bon, c'est bon. Bon, évidemment, comme dans tout match, il y a un arbitre. Hein, bon, donc l'arbitre il a sifflé. C'est comme ça que ça marche. Hein. Il siffle les fautes, etc., les changements de jeu. Oui. Alors ça, c'est pareil, si vous vous endormez, vous allez être réveillé. Bon, j'ai celui-là. Mais bon, ça sert juste pour le foot, ça. Donc, on va pas s'en servir. Donc, dans cet arbitre, dans cette partie, le capital de notre travail, il est un peu singulier, il faut avouer, parce que, en fait, il est un peu obscur, cet arbitre. On ne le connaît pas bien, on entend beaucoup parler, mais on ne l'a jamais vraiment vu, quoi, concrètement. On n'arrive pas à voir qui c'est. D'aucuns disent même qu'il aurait une main invisible, quoi. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez de qui je veux parler ? Voilà, le marché. Eh bien oui, le marché. Alors bon, je vais le mettre de ce côté-là, le marché, hein, au hasard. Donc, alors, le marché, il a quelques règles, comme ça, cet arbitre, hein, il défend quelques règles. Voilà, la règle de la productivité, hein, toujours plus de productivité. Il y a aussi, comme règle, la rentabilité, il faut être rentable. Hein. Vous avez le sentiment d'être rentable dans votre boulot ? Non, parce que faites attention quand même. Bon, la performance, il faut être performant. Ah ben oui, hein. La flexibilité, c'est pas mal celui-là. La flexibilité. Alors, le marché est super malin parce que des fois il vous dit flexi-sécurité. Oh, on ne connaît pas, ça va être bien. C'est un nouveau mot. C'est un nouveau mot. Mais bon, ils ont gardé flexibilité, finalement ils se sont dit, bon, sécurité, on s'en fout. Et puis, ah oui, alors celui-là, attention, oh. Il y en a qui travaillent chez vous, hein. Et vous coûtez cher. D'accord ? Il va falloir commencer à baisser votre coût du travail. D'accord ? Parce qu'autrement, comment on va s'en sortir avec notre marché ? Donc voilà. Donc c'est un match un peu déséquilibré, vous allez me dire. Hein ? Non, j'entends. Hein ? Parce que c'est vrai, les rouges, en réalité, ils sont vachement plus nombreux que les bleus. Hein, je sais pas, ils sont presque 7 milliards de plus que les bleus, les rouges. Hein, ils sont vraiment... Pourtant, pour l'instant, ils ne gagnent pas. Ou ça se saurait. Vous avez l'impression qu'ils gagnent les rouges dans le match? Non, ouais. Bon. Alors bon, oui, je sais, je sens parmi vous, il y a quelques esprits chagrins là qui se disent « Oui, et c'est un peu caricatural son truc. » Oui, c'est caricatural et j'assume, et bien entendu c'est caricatural. Et le rugby, bon d'accord, c'est une métaphore, ok, d'accord. Bon, hein, en réalité c'est beaucoup plus subtil tout ça, hein, notamment dans l'équipe des rouges. Qui c'est qu'on a chez les rouges? Bon, on a les ouvriers, les employés, mais on a aussi les agents de maîtrise, les cadres intermédiaires, les cadres sup, les managers. Ben oui, les managers des fois ils sont dans l'équipe des rouges, parfois... Ils glissent dans l'équipe des bleus. Hein. Mais il y a même des DRH dans l'équipe des rouges. Hein. Ben oui, ça arrive quand même, il ne faut pas croire. Il faut être non plus... tiens, les petits patrons, ils sont dans l'équipe des rouges. Bon, ils croient qu'ils sont dans l'équipe des bleus. Mais en même temps, voilà, ils ne savent pas que quand ils ont un marché... en fait, ils répondent juste, ils sont juste sous-traitants d'une grosse boîte qui pompe toutes les marges sur leur dos. Donc ils sont bien dans l'équipe des rouges. Bon, les agriculteurs aussi. Hein, c'est les petits patrons, les agriculteurs, ils sont dans l'équipe des rouges. Hein. Ils subissent toutes les conséquences des rouges et ils votent bleu. Dingue. Ah, vous en connaissez dans votre pays, là, en Bretagne, des agriculteurs. Ça existe. Hein. Bon, voilà. Bon, je vous laisserai faire les transferts qui s'imposent pendant ce match. Ça marche ? Ah oui, le sifflet aussi, c'est une convention théâtrale. Je vous ai dit, c'est une conférence, c'est du théâtre, c'est un peu un mélange de tout, c'est pas ce que c'est. Et donc la convention théâtrale, à chaque fois qu'il y a un coup de sifflet, il y a un changement de tableau, il se passe un truc. Ça va, vous avez pigé là. Non, parce que je ne veux pas réexpliquer à chaque fois. Hier à Rennes, il y avait du niveau, quoi. J'espère que la brûle. Alors, après l'échauffement physique, les joueurs ils rentrent dans le vestiaire.
Et là, dans le vestiaire, ça chauffe, quoi. Puis là, c'est le moment de la préparation mentale. Donc là, on fait venir un ancien, un vieux. On l'appelle Pépé Guéché. Parce que lui, il a de l'expérience, il sait parler aux joueurs. Il sait comment les motiver, les faire rentrer dans le match. Pépé Guéché, c'est un type que j'ai connu en vrai. C'était un maçon. Vous connaissez la maçonnerie? Vous maîtrisez un petit peu. Vous savez quel est l'outil de base dans le bâtiment? Ouais, le ciment, c'est un outil, le ciment. La brouette, hein? La pelle. Ouais. Mais l'outil vraiment, on commence par celui-là, quoi, quand on débute dans le bâtiment. Les bras, les épaules, oui, mais ça fait partie du corps, un outil, un vrai outil. La pioche. La pioche. Et le balai. Eh ouais, vous croyez quoi? D'abord, on apprend à balayer, quoi. Et balayer, c'est pas facile, vous voyez qu'on balaye comme ça, là. Attendez, oh. Super précis, balayer. Eh oui, si vous jamais vous posez un revêtement de sol, ben sur une dalle, il faut qu'elle soit nickel, la dalle. Donc il faut balayer, autrement vous allez avoir une boursouflure. C'est pas du boulot, ça. Ah ben oui. Parce que moi, quand j'étais ado, l'été, je bossais sur les chantiers, comme manœuvre, quoi. Alors au départ, on m'avait proposé d'être surveillant de baignade à la piscine municipale. Alors moi, je voulais être toute la journée sur une chaise, là, haute, à regarder des filles s'ébrouer dans la piscine. Bon, moi j'ai préféré la dure et virile loi du bâtiment, quoi. Bon, je sais pas nager non plus. Donc moi je me suis retrouvé sur des chantiers à faire le boulot d'arpète, quoi, de manœuvre, voilà. Et j'étais avec Pépé Guéché. Et Pépé Guéché, alors on l'appelait Pépé Guéché parce qu'il était vieux, mais si vous voulez, il y a des gens comme ça, même quand il était jeune, il était déjà vieux. Ah oui, il y a des gens comme ça, même jeunes, ils sont vieux, quoi, vous voyez, ça existe, hein, des gens. Et donc Pépé Guéché, c'était un vieux bonhomme, et surtout il était bossu. Il marchait comme ça, il était vraiment bossu, c'était un vrai bossu, et, parce que lui, il avait commencé le bâtiment à 11 ans. Hein, puis après, on l'avait mis chez un patron, et puis ensuite il avait fait les compagnons du bâtiment, les compagnons du devoir, son tour de France et tout ça. Mais le bâtiment, ça fait pousser la bosse quand même, hein, parce que c'est rude. Et moi j'aimais bien Pépé Guéché parce qu'il était, c'était un type qui était gentil, quoi, qui gueulait jamais. Alors, il était chef d'équipe. Alors, le chef d'équipe qui gueule pas dans le bâtiment, ça n'existe pas, quoi. Hein, je veux dire, il gueule, quoi, le chef d'équipe, c'est leur job premier. Ben, lui, il gueulait pas. Donc, il était super sympa. Et puis ce jour-là, il me dit, Pépé Guéché, bon, voilà, on va démolir cet escalier qui mène à la cave. Et il me dit, bon, ben, je laisse le balai et je vais te filer un autre outil, quoi. Ah ouais, mais j'étais content, hein. J'étais minot, quoi. Et il me file un marteau-piqueur. Je ne sais pas si vous connaissez le marteau-piqueur. Hein. Le marteau-piqueur, ça fait ça, ça fait un bruit terrible, et toute la journée, elle pétait comme ça, et le soir, quand vous rentrez, ça continue à vibrer. Hein. Il y a tous les membres, les articulations, les tendons, les muscles, dans la tête, il doit se passer des trucs, les ongles, c'est dégueulasse, quoi, hein, de faire du marteau-piqueur, c'est une catastrophe. Toute la journée à faire ça, et puis finalement, au bout du compte, au bout du compte, ensuite, il fallait enlever les gravats, et puis ensuite, oui. Et là, je me suis appliqué. Je peux vous dire que je me suis appliqué pour que la dalle, dans la cave, là, elle soit nickel, super propre, super belle, parce que c'est à ce moment-là que Pépé Guéché est entré en scène. Et là, ce vieux bonhomme, tout mal fichu, tout biscornu, il est arrivé, il s'est mis à genoux, et il s'est mis à tracer sur la dalle. C'est mon téléphone. Et on s'en fout, hein. Il s'est mis à tracer sur la dalle le plan de ce qui allait devenir un escalier balancé. Et lui, il n'avait pas un ordinateur, un logiciel super sophistiqué. Il avait ça, quoi. Hein, un mètre, comme ça, un crayon, tout simple. Et avec son œil avisé, sa connaissance du métier, il s'est mis à tracer. Et puis moi, j'ai vu se dresser progressivement un véritable chef-d'œuvre.
Un escalier balancé avec ses marches rayonnantes, balancé à droite, balancé à gauche, de la belle ouvrage. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que dans le travail, il y avait de l'intelligence. Et que Pépé Léger, il était intelligent. Et que travailler, ça n'était pas simplement réaliser une tâche. C'était aussi s'engager entièrement, avec tout son être, avec toutes ses connaissances. Que travailler, ça n'était pas fait pour gagner sa vie seulement, mais également pour se réaliser. Parce qu'on construisait son identité en travaillant. J'ai compris ce jour-là que Pépé Léger, il avait des savoir-faire, des gestes techniques de métier, précis, extrêmement singuliers, qu'il avait appris au fil des ans, par son expérience, par ses échecs et ses réussites. J'ai compris tout ça ce jour-là. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai compris que travailler c'était être intelligent, c'était un rapport avec l'intelligence, que quelques années plus tard, je suis devenu ergonome. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'ergonomie? C'est quoi pour vous? L'aménagement du poste de travail, oui. Adapter le travail à l'homme. Adapter le travail à l'homme, et pas l'inverse. Quoi d'autre? Allez-y, hein. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Les gestes et postures. Les gestes et postures, on a ça aussi, ouais. Oh merde. Quoi d'autre? Quand on parle d'ergonomie, ça fait référence à quoi en général? Ah, ergothérapeute, c'est pas du tout pareil. Non, les ergothérapeutes, ils cherchent plutôt à... C'est médical. C'est une approche médicale du geste, de l'appréhension. Mais les ergonomes ne travaillent pas... Pardon? Ah non, bien sûr, ça peut aider les aides-soignantes, je ne dis pas le contraire. Mais un ergonome, c'est pas exactement ça. Mais l'ergonomie, quand on parle d'ergonomie, on parle de quoi? Qu'est-ce que de l'outil, ouais. Du geste. Qu'est-ce qu'on entend souvent ouais, les outils. Quoi, par exemple? Vous n'avez pas des trucs ergonomiques, vous? Un oreiller, moi. Un oreiller ergonomique, alors. C'est quoi d'autre? Les sièges, hein? les sièges. Ah, les sièges ergonomiques. Ah, le fauteuil ergonomique. Ah, le fauteuil ergonomique, c'est quand même un truc génial, quoi. Mon pote Francis, vous le voyez, le fauteuil ergonomique? Vous l'avez un peu dans votre œil? Vous le maîtrisez bien, là, dans votre œil. Hein? Mon pote Francis dit toujours, prends un fauteuil ergonomique et va traire une vache. Vous le voyez toujours, le fauteuil ergonomique? Ouais, parce que mon pote Francis, il a été élevé dans une ferme, donc il sait comment on fait pour traire des vaches. Et dans le fauteuil ergonomique, si vous voulez, est à l'ergonomie ce que le journal de 13h de TF1 est à l'information. Vous voyez, hein, les postures. Hein. Oui, l'ergonomie, évidemment, c'est plus compliqué que tout ça. Hein. L'ergonomie, ça concerne le poste de travail jusqu'à l'atelier. Hein. On travaille pas que sur le poste de travail, mais également sur l'atelier. On peut travailler aussi sur l'organisation du travail jusqu'à la stratégie industrielle de l'entreprise. On peut parler de tout ça. Quand on intervient en ergonomie, c'est sur l'homme au travail dans toutes ses dimensions. Ses dimensions physiques, physiologiques, bien sûr, mais également ses dimensions sociales, relationnelles, et ses dimensions psychologiques et émotionnelles. Donc l'ergonomie couvre ce champ très très vaste, en réalité, de l'homme au travail. Et évidemment, un de ses objectifs, c'est d'adapter le poste de travail, ou plus largement le travail, à l'homme, et pas l'inverse, ce qui était la visée de Taylor. Ça m'énerve, je vais l'arrêter, hein. Excusez-moi 2 minutes. Ça, c'est de ma faute. Excusez-moi, vous avez bien été à votre téléphone, j'espère. Non mais c'est pas possible, ces gens qui gardent le téléphone allumé pendant les spectacles. Ouais, mon pote Francis, lui, il dit toujours, faire de l'ergonomie, c'est rêver qu'un jour les gens partent au travail en sifflant. Et c'est vrai pour cela. Moi j'aime bien la définition de Francis. Alors quand il dit ça, attention, il ne faut pas se méprendre. Il ne veut pas dire que le travail c'est la santé, un petit coup de méthode couée et tralala, on y va, quoi. Hein. Non, non. Quand Francis intervient dans une entreprise
pour améliorer les conditions de travail, il a aussi comme visée de transformer les relations sociales au travail, de parler de la conflictualité dans le travail. Il a l'idée aussi de donner les outils de connaissance du travail aux travailleurs eux-mêmes. Ces connaissances sur leur propre travail ont été subtilisées par le bureau des méthodes, par le système managérial, le système gestionnaire. Parce que les ouvriers, les travailleurs, pas que les ouvriers, les travailleurs en général, depuis de nombreuses années, peu à peu perdent la connaissance sur leur propre travail. Et c'est l'organisation du travail qui la récupère. Donc nous, notre boulot, c'était aussi de redonner la connaissance du travail aux travailleurs eux-mêmes pour qu'ils s'en emparent et pour qu'ils puissent eux-mêmes se défendre et pour leur redonner du pouvoir d'agir. À l'époque, on avait même inventé avec Francis un concept qui était l'ergonomie politique. Bon, ça ne faisait pas sérieux, donc on a abandonné le truc. Hein. On ne vendait plus du tout d'intervention. C'était bizarre. Hein. Voilà. Avec Francis, j'ai compris aussi, en intervenant dans les entreprises, que le travail, c'était complexe. Qu'il y avait de la complexité dans le travail, et en même temps que c'était un élément central dans toutes nos existences. Qu'on ait du travail ou qu'on n'en ait pas d'ailleurs, enfin qu'on ait un emploi ou pas. Et que du coup, il fallait penser le travail, et ne pas s'arrêter à quelque chose de superflu ou en surface, qui par exemple serait la question de l'emploi. Ça n'était pas suffisant. Donc c'est de tout ça qu'on va essayer de parler ce soir, si vous êtes d'accord. Mais vous pouvez plus partir hein, maintenant, vous êtes là. Bienvenue messieurs qui venaient d'arriver en retard, mais c'est pas grave, on a le droit d'arriver en retard hein, des fois. D'ailleurs, il y en a qui laissent leur téléphone allumé, quoi. Vous voyez, c'est scandaleux. Alors oui, donc je suis conférencier, j'ai le droit de revenir voir les notes. Vous imaginez un mec au théâtre, il fait jamais ça. Eh bien moi oui. Et voilà. Alors là, c'est le coup d'envoi de la première mi-temps. Et c'est le coup d'envoi de la première mi-temps, mais c'est rare qu'il se passe. Alors c'est pas ça. Et là, c'est les bleus qui donnent le coup d'envoi, et le ballon s'élève dans les airs, et c'est le second de ligne de l'équipe des Rouges qui réceptionne le ballon. Mamadou, dans une charge incroyable, va péter au centre du terrain contre l'adversaire, créer le premier point de fixation et libérer le ballon enfin pour ses équipiers. Merci. Ah, ça se passe comme ça, hein, le coup d'envoi. Enfin, Mamadou, c'est un gars que j'ai connu quand je bossais à l'usine Renault de Flins. Lui, il était ouvrier OS, ouvrier spécialisé, quoi. À cette époque-là, alors Mamadou, il faut dire, c'était un solide gaillard. Hein. Il aurait vraiment pu jouer seconde ligne en vrai. Hein. Il devait faire 1m90, 95, 100, 110 kg. Il avait des bras comme ça, ou comme ça. C'était un jeune gars vraiment plein de force, quoi. Magnifique, quoi. C'était un solide gaillard. C'est pour ça d'ailleurs qu'il bossait à l'usine Renault de Flins. Parce qu'à cette époque-là, il y avait un vieillissement de la population ouvrière. Alors du coup, le médecin du travail avait fait une cotation de tous les postes de travail en fonction de la pénibilité. Il avait coté de 1 à 5. 5, c'était les postes les plus pénibles. Et il avait fait une cotation de tous les ouvriers aussi, de 1 à 5 également. Et donc seuls pouvaient travailler sur les postes les plus pénibles, ceux qui étaient cotés 5. Et Mamadou, c'était un costaud, donc il pouvait faire ça. Mais évidemment, comme il y en avait de moins en moins, il fallait réduire la pénibilité des postes parce que les ouvriers vieillissaient. En vieillissant, ils ne pouvaient pas aller sur des postes trop difficiles. Et moi, à cette époque-là, j'étais un jeune ergonome, quoi, un apprentissage. J'étais en stage à Renault. Je faisais mes études au Conservatoire national des arts et métiers, au CNAM, à Paris, où j'apprenais l'ergonomie. Et là, c'était mon stage. Et mon boulot, c'était de réduire la pénibilité au poste de Mamadou. Et donc, je passais mes journées, mes nuits parfois, puisqu'il travaillait en 3-8, à observer Mamadou. C'est super crevant de regarder quelqu'un bosser, quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, toute votre journée, alors regardez travailler le gars. Bon, lui c'était crevant aussi quand même. Hein. Parce que son poste de travail, il bossait avec un collègue, avec René, et à deux, ils étaient au poste de chargement, ça s'appelait comme ça, le poste de chargement de la tôle arrière nue de la Renault Twingo. Alors là, en fait, c'est le bas de caisse du coffre de la Twingo. Alors vous avez remarqué, c'est une petite voiture à Twingo, mais le coffre est quand même important. Et c'était un truc, elles étaient rangées, ces tôles, verticalement. Donc ça faisait un truc comme ça, grand comme ça. Ça faisait à peu près 10 kg de poids. Et, ah oui,
À l'époque, on ne disait pas la Renault Twingo. Quand j'intervenais, ça s'appelait le projet X57, il n'y avait pas encore le nom commercial. Et moi, j'étais jeune ergonome, et là j'étais dans le secret industriel. J'étais super fier. Et donc toute la journée, Mamadou, avec René, il prenait les tôles comme ça, il les sortait de la clayette, hop, il les soulevait, il se déplaçait à deux, il les posait sur une machine. En fait, c'était une machine qui pivotait à 4 branches, donc il les posait sur la première branche, la tôle, ensuite il prenait des pièces, il les posait sur la tôle, il appuyait sur un bouton, ça tournait, et il y avait un robot qui venait faire la soudure. Et puis ensuite, pour la deuxième pièce, la deuxième tôle, ça tournait. Il y avait un autre robot qui faisait les autres soudures. Et puis le quatrième coup, la tôle était évacuée, éjectée sur un tapis roulant. Et ensuite, des crochets aériens venaient récupérer la tôle et l'amener, qui était alors assemblée des petites pièces, et puis l'amener aux autres ateliers de l'usine, qui étaient totalement invisibles depuis ce poste-là. Donc toute la journée, Mamadou, avec René, il faisait ça. Soulève la tôle, se déplace, la pose, prend les pièces, pose les pièces, appuie sur le bouton, se déplace, soulève la tôle, se déplace à nouveau, pose, prend les pièces, dispose les pièces, appuie sur le bouton, se déplace, soulève la tôle, toute la journée. Travailler la chaîne, quoi. Hein. Et un travail ultra répétitif, donc temps de cycle environ 10 secondes, et 10 kg, donc vous multipliez par le nombre d'heures, vous avez le poids que soulèvent Mamadou et René toute la journée, etc. Évidemment, ça donne une charge physique de travail relativement importante qui se mesure, etc. Bon, en gros, vous avez remarqué, c'est un travail de bœuf, quoi. Hein, enfin, franchement, pour faire un boulot pareil, pas besoin d'être très... on met des cons, là, non? Ouais, vous avez raison de tiquer, parce qu'en réalité, les ergonomes, depuis longtemps, ont démontré qu'il y avait un écart entre le travail réel et le travail prescrit. Là, je vous ai décrit le travail prescrit, mais le travail réel, ça n'est pas ça. On va passer par le rugby pour que vous compreniez la différence entre travail réel et travail prescrit. Alors bon, moi là, j'ai arrêté il n'y a pas très longtemps, le rugby, je jouais avec les vieux et tout ça. Allez, forcément on dit. Et on a été un entraîneur, quoi. Et nous, c'était le catalan. On l'appelle Tix. Alors, Tix, il parle un peu comme ça, il peut avoir un peu du terroir, quoi, hein, tu vois. Alors, il dit comme ça, Tix. Alors, ça, c'est la consigne, la prescription. Hein. Alors, tu vois, quand t'as le mec qui arrive en face, quand il arrive comme ça, ballon en main, et bien, tu te mets en face, tu lui mets le tampon et tu le fais tomber. Bon, alors, clair, la consigne, on a compris. Alors, imagine, tu vois, on va passer maintenant au réel. T'as un pilier qui prend le ballon, il fait ça 30 kg, il arrive comme ça, alors le pilier en général il le regarde un peu bas, vous voyez. Puis la marche un peu, il va pas forcément très vite, mais par contre quand il a 130 kg, si vous voulez, qu'il a pris un peu de vitesse, même si il y a un truc qui arrive. Tu te dis, alors t'imagines, t'es en face, t'es là comme ça, là, moi, demi de mêlée, et t'as un mec qui arrive, tu te dis ouf. Il va falloir que je m'adapte. Il va faire un truc. Alors bon, quand t'es demi-mêlée, que bon, tu sais, t'es demi-mêlée, quoi. Hein, pas n'importe quoi. Donc, t'as le mec qui arrive comme ça, le bestiaire, c'est arrive, le truc, il fait hop. On appelle ça la passe de la muleta. Et donc, je vous le refais parce que c'est très technique comme truc. Hop, passe là. Quand il arrive là, le gros, et bien, tu fais un truc de fou, quoi. Tu te jettes sur lui comme ça, bras tendus, autour de sa taille, et tu glisses le long des jambes jusqu'à l'effondrement du pachinaire. Alors bon, si tout seul tu sens que tu ne vas pas y arriver, tu appelles un collègue, on appelle ça la coopération, tu le prends un sandwich et le gros, il est tombé. Tu as réalisé les objectifs. Hein? Oui, d'accord. Mais tu ne l'as pas fait selon la prescription. Écart entre le prescrit et le réel. Ça va? Vous comprenez mieux là? Eh bien, en fait, tu t'adaptes au réel qui s'impose à toi, quoi. Hein? Tu vas pas te faire labourer, parce que si tu restes en face, tu vois, le mec, il cherche pas, parce que si vous voulez, un pilier, ça sait pas faire un crochet. Hein? Le pilier, il fait... Et donc, il passe sur toi, il t'a même pas vu, il t'a pas calculé, et il t'a labouré, il a continué tout droit. Bon, donc voilà, tu t'adaptes. Et bien, dans
Mamadou, c'était pareil, si vous voulez. Mamadou, il était le numéro 9 de l'atelier, en réalité. Il s'adaptait, quoi. Il improvisait.